Bonjour, je suis Jean-Éric Sendé, le président de l'association Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire et le chargé de mission du collectif Africa 50 pour la mémoire et l'esclavage. Aujourd'hui, 7 mai, nous lançons ici à Lyon, dans la galerie Marondage, la grande semaine de la commémoration de la mémoire de la traite, de l'esclavage et leurs abolitions. Donc vous êtes à la galerie Marondage, c'est une galerie d'art que j'ai ouverte en octobre de l'année dernière. On arrive on arrivera bientôt au 1 an. C'est une décision en fait qui s'est mûrie pendant le premier confinement. Sandrine est l'artiste principale que je représente dans cette galerie. J'avais vraiment une volonté d'inscrire dans Lyon et dans ma démarche vraiment un hommage à cette époque de l'histoire avec son travail. C'était également un engagement personnel que je souhaitais entreprendre. Et j'ai aussi orienté la galerie sur une autre thématique qui est la condition humaine au travers d'artistes afro-caribéens et de l'océan Indien. Voilà un petit peu l'objet. Donc vous avez deux thématiques. L'esclavage, qui est vraiment le positionnement principal avec le travail de Sandrine, et un élargissement au travers de la peinture avec ces artistes afro-caribéens. C'est un concept un petit peu unique en France. Alors je dirais pas dans le monde, peut-être pas, mais en tout cas on est vraiment novateur là-dedans. On est le seul établissement à proposer aux gens et à exposer au grand public ce type de travail. On a une volonté aussi d'élargir l'engagement de la galerie à des thématiques sociétales, que ce soit l'environnement, mais toujours vraiment avec un créneau unique. J'insiste, c'est le cahier des charges de l'établissement, la population afro-caribéenne. C'est vraiment notre créneau. Voilà, c'est vraiment de valoriser ces talents qui ne sont pas toujours mis en avant et de pouvoir leur laisser la possibilité de s'exporter et de s'exprimer au travers de cet établissement. Ça a l'occasion aussi d'être une tribune, cette galerie. C'est vrai que je remercie Jean-Éric d'Africa 50 et tout le comité de m'avoir inscrit dans cette démarche de commémoratif, parce qu'il y a une volonté aussi de la galerie de s'inscrire dans cette démarche-là, d'être aussi une tribune pour toute la communauté afro-caribéenne, que ce soit de Lyon ou même peut-être d'autres régions de France, pour venir aussi débattre de différentes thématiques. Les réussites, on n'est pas là aussi, il n'y a pas aussi une volonté d'inscrire l'établissement que dans une démarche mémorielle. Il y a vraiment aussi une volonté de faire avancer les choses et de montrer aussi les très bons côtés, la réussite de cette diaspora, de ces gens-là, et au travers de différentes conférences. Alors il y a aussi des programmes qui vont être organisés sur des réussites d'entreprise, des choses comme ça. Et je vois que Africa 50 est assez mixte dans sa représentativité. Et c'est vrai que voilà, moi c'est un petit peu un souhait que j'ai souhaité entreprendre. Et je vous dis, grâce aussi à ma femme qui m'a vraiment aussi poussé à aller de l'avant dans cette démarche. Voilà. Maintenant, dans quelques instants, ici à Villeurbanne, dans les locaux de notre entreprise partenaire Euclid Data Center, vous allez assister à la table ronde dénommée 20 ans après la loi de Christiane Taubira. Bonjour à tous, en tant que présidente d'ITville, le numérique pour tous, je suis ravie et honorée de vous accueillir pour la 10e édition de la semaine régionale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Et nous avons une relation très fraternelle avec Africa 50 et c'est grâce à Jean-Éric Sendé et Christophe Amani que nous vous recevons dans les locaux d'Euclid Data Center. Et je vous remercie pour votre présence et puis surtout je vous remercie pour votre action et pour la mémoire de tous ceux à qui on pense tous les jours. Merci. Alors, sans plus attendre, nous allons pouvoir débuter avec le premier panel. Et donc, pour ce faire, nous avons 3 invités qui vont intervenir sur ce panel. Donc, 2 invités en présentiel qui vont nous rejoindre sur le plateau et qui vont prendre place. Et un invité dont vous percevrez la vidéo directement dans la retransmission qui vous sera faite. Donc, sans plus tarder, j'appelle Monsieur Jean-Éric Sendé et Madame Katia Buisson. Donc Jean-Éric Sendé, vous êtes le premier à démarrer sur ce panel qui est relatif à la loi Taubira 20 ans après. Point d'interrogation, j'ai envie de dire. Donc vous êtes président de Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire, chargé de mission Mémoire au sein d'Africa 50 et encore d'autres casquettes à votre art que vous allez pouvoir nous expliquer. Jean-Éric, c'est à vous. Merci. Effectivement, la loi Christiane Taubira
a été votée le 21 mai 2001. Donc nous sommes dans sa 20e année. Et sans oublier que cette loi, dans son article 1, condamne l'esclavage comme pour un crime contre l'humanité. Et dans son article 2, la loi dit qu'il faut apprendre l'histoire de l'esclavage dans les écoles, dans le cadre des programmes d'éducation nationale. Alors, moi je vais plutôt vous dire ce qui a été fait par rapport à l'article 2, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années, nous travaillons avec les scolaires sur la métropole de Lyon. Nous avons à peu près mobilisé près de 800 étudiants, hein. Ça part du CE2 à l'INSA, l'Institut national des sciences appliquées, une école d'ingénieurs à Villeurbanne. Nous avons mobilisé à peu près 200 enseignants qui se sont engagés avec les élèves pour marquer cet article 2, c'est-à-dire à enseigner vraiment l'histoire de l'esclavage et pas le commerce triangulaire. Et au niveau du grand public, à travers des conférences comme celle-ci, des tables rondes, nous avons mobilisé à peu près 250 personnes. Donc, quand sur une commémoration, c'est pas grand-chose, mais quand on regarde ce qui se passe tous les ans, on est un peu dans une dynamique du ruisseau qui devient la rivière qui devient le fleuve, qui se transforme après en océan. Voilà. Et donc, je tenais aussi à remercier surtout les enseignants qui s'impliquent dans cette commémoration. Et cette année, pour la 10e édition spéciale avec la pandémie du Covid-19, nous avons 4 professeurs au collège du Tonkin à Villeurbanne qui, depuis le mois de septembre, ont mobilisé des classes de 4e qui ont fait un travail phénoménal, un travail devant lequel je m'incline. Et j'interpelle ici mon ami Katia Buisson, adjoint au maire, que cette exposition soit peut-être valorisée dans les locaux de la ville de Villeurbanne et peut-être, pourquoi pas, à un niveau plus élevé. La loi Taubira, d'abord peut-être dire un mot sur Christiane Taubira, une femme politique que personnellement j'admire énormément, qui je pense force le respect par ses combats. Une femme radicale de gauche, ce qui est important pour moi. La loi Taubira est à replacer, je pense, dans un contexte large qui est celui des lois mémorielles. Puisqu'on a eu la loi Mauroy en 1983, qui a déjà été une forme de reconnaissance, en tout cas qui a invité à commémorer l'esclavage. On a eu aussi une loi postérieure de 2017 qui a fait du 23 mai la journée nationale de reconnaissance de l'esclavage mémoriel. Et cette loi qui a donc été votée en 2001 qui a aussi été l'année de la reconnaissance par le Parlement français du génocide arménien. Donc on voit qu'on est quand même dans un contexte de volonté politique d'utiliser le droit comme un outil pour reconnaître des passages importants de notre histoire. Cette loi, comme tu le rappelais Jean-Éric, au-delà du fait qu'elle ait une portée symbolique forte en reconnaissant que la traite négrière qu'elle ait été dans l'océan Indien ou transatlantique, mais aussi l'esclavage, ont été des crimes contre l'humanité, cette loi a aussi voulu aller un peu plus dans le concret, puisqu'elle a notamment permis aux associations qui portent les thématiques de l'esclavage de se constituer partie civile dans certains procès. Ce qui est une manière aussi de permettre aux acteurs de cette mémoire de pouvoir se défendre face à la justice. Cette loi, comme tu le disais, a donc effectivement aussi, avec la fougue qu'on peut te connaître quand il s'agit d'interpeller les pouvoirs publics sur ces questions, engage aussi effectivement à un travail plus important au niveau scolaire, mais aussi au niveau de la recherche sur les thématiques de l'esclavage. Donc au final, cette loi, elle porte une espèce de triptyque entre la symbolique de la loi mémorielle, l'enseignement et la recherche. Je pense que les trois sont importants.
les trois sont souvent nécessaires, mais je pense qu'il convient aussi de distinguer ces trois pans de cette loi. Et pour paraphraser un historien que j'aime beaucoup, Gérard Noriel, il avait dit en 2012 que l'histoire ne devait pas faire la loi, mais qu'il n'appartenait pas non plus à la loi de faire l'histoire. Et je pense que c'est important parce que effectivement, les citoyens et leurs représentants ont un rôle à jouer dans la construction d'une politique patrimoniale et mémoriale commune. Je pense par contre qu'il est important de garder à l'esprit que la loi ne peut pas tout. Et on le voit quand elle engage à ce que les programmes scolaires et les programmes de recherche soient plus développés en matière d'esclavage. On a heureusement des associations qui font un travail formidable. Il ne faut pas non plus oublier que sans moyens concrets, la recherche, on a beau dans une loi l'encourager à aller sur des thématiques, si on ne lui donne pas les moyens financiers de se dérouler décemment, si on ne lui donne pas les moyens d'être indépendante, si on ne lui donne pas les moyens d'être à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre d'elle, ça ne pourra pas fonctionner. Et ça passe par d'autres lois, et notamment les lois de finances. Et pour le coup, les dernières lois qui ont été prises en matière de recherche ne vont pas dans un sens positif, que ce soit sur les moyens qui lui sont alloués, mais aussi sur son indépendance. Je pense qu'il est important de ne pas l'oublier. Et puis la loi ne peut pas tout, parce que cette loi ne dit pas tout non plus. Elle ne parle pas de toutes les formes d'esclavage, elle ne parle pas des héros français aussi résistants, tels que Toussaint Louverture. Elle ne les érige pas en héros comme ça a été le cas pour d'autres héros français résistants. Et enfin, cette loi ne résout pas l'actualité, qui est malheureusement l'esclavage encore aujourd'hui dans le monde. Donc pour conclure et ne pas être trop longue, cette loi est un symbole fort. Il est important de se rappeler qu'elle existe. Il est important parce qu'elle a aussi institué une journée nationale qui est celle du 10 mai. Il est important de commémorer, mais il est aussi important de se rendre compte que ça n'est peut-être qu'un acte et qu'il nous appartient à tous collectivement de continuer à préserver cette mémoire, de rappeler qu'elle ne peut pas être oubliée, mais également de faire en sorte que l'esclavage ne puisse pas perdurer comme c'est le cas aujourd'hui. Si vous me le permettez, je vais vous poser deux questions qui émanent du groupe Facebook United States of Antilles, un groupe qui compte plus de 60 000 abonnés, donc 60K d'abonnés sur Facebook. Et donc comme son nom l'indique, qui vient majoritairement des Antilles, hein, donc on salue tous ceux qui sont donc sur place, Madinina, Guada, et également ceux qui sont en Hexagone et partout ailleurs. Ils vont pouvoir nous voir à travers cette vidéo. Donc, j'ai choisi ces deux questions qui normalement rentrent dans le cadre de ce que vous nous avez développé, et je vous laisse à volonté vous répartir les questions, vous compléter l'un l'autre. Donc la question numéro 1, je ne vais pas nommer les pseudos comme ça, je ne vais pas comme ça stigmatiser les gens ou les afficher dans tout le monde, mais je pose la question telle qu'elle. Donc quels sont les projets, puisque vous nous parliez tout à l'heure d'école et puis de tout ce qui se passe au niveau institutionnel et donc éducationnel directement, quels sont les projets pour les transmissions des mémoires dans les écoles? Va-t-on plus aborder le sujet? Vous pouvez nous parler du point de vue technique général ou vraiment ce qui se passe ici sur Lyon et son agglomération? Alors les programmes pédagogiques et éducatifs ont 4 objectifs. Donc le premier objectif, c'est un objectif à l'époque où c'est Lisa Aubray qui venait, c'est un objectif de prendre conscience de l'utilisation de la langue anglaise. C'est-à-dire l'anglais, c'est pas que pour chanter Michael Jackson, c'est une langue européenne par laquelle on peut communiquer. Le deuxième objectif, c'était un objectif scientifique par rapport à l'ADN. Donc, être conscient du rôle de l'ADN pour retrouver ses origines. Et le troisième objectif, c'était un objectif historique, hein, connaître vraiment l'histoire de l'esclavage, être conscient de cette période obscure pour qu'elle ne se reproduise plus. Malheureusement,
On retrouve encore des situations d'esclavagistes dans certains coins du monde. Et le dernier objectif, c'est un objectif citoyen, c'est le devoir de mémoire. Chaque citoyen, les citoyens ont des droits, mais ils ont aussi ces devoirs, c'est l'éducation de devoir de mémoire très tôt dans les écoles. Alors, au niveau de Villeurbanne, justement, on avait réfléchi à utiliser l'entrée sport pour que ces jeunes prennent conscience de cette mémoire. Donc on avait prévu d'organiser samedi prochain, demain, le 8 mai, on avait prévu d'organiser des rencontres sportives justement pour que les jeunes Villeurbanais jouent et s'engagent pour la fraternité, s'engagent pour la dignité, pour le respect. Malheureusement, les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de mettre en place ces activités sportives qui devaient se clôturer le soir par un concert justement avec toujours les élèves du collège du Tonkin qui avaient prévu de faire un spectacle autour de la capoeira, la danse des esclaves. Ils sont toujours en train de travailler là-dessus. Ils le feront, on attend que les conditions sanitaires le permettent. Je leur ai promis, les professeurs sont d'accord. La ville aussi nous a dit on va attendre que les conditions sanitaires se rétablissent. Donc ça se fera. Et aussi il y avait Catherine Renoir qui devait présenter son répertoire sur l'esclavage avec l'USM et Imanié. Mais bon, tout ça ce sera à remettre à une prochaine fois en incluant justement sur le territoire 4 associations des parents d'élèves. C'est-à-dire que à partir de cet événement qu'est la mémoire, c'était aussi de faire des actions entre les parents et les enfants. Donc voilà, on n'a pas pu faire cette année, mais le projet est toujours en cours. Et j'ai oublié de signaler quelque chose tout à l'heure, c'est que en tant que chargé de mission du collectif Africa 50, cette mémoire est basée sur 4 objectifs. Le premier objectif, c'est d'amener le maximum de mairies à inclure le 10 mai dans leur calendrier mémoriel. Donc une fois de plus, je ne vais pas passer ma journée à féliciter Katia Bisson, mais une fois de plus, je remercie encore Villeurbanne qui depuis 2018 a inclus le 10 mai dans son calendrier mémoriel. Et je vais profiter aussi de remercier la ville de Pont-de-Claix qui ont mis cette année cette date de 10 mai dans leur calendrier mémoriel. Le deuxième objectif de ces commémorations, c'est la transmission. Donc c'est fait. Les écoles, comme je dis tout à l'heure, les écoles, les collèges, les lycées, les universités nous permettent par des conventions avec l'éducation nationale d'intervenir. Et pour cette édition, Michael Jouron qui est parmi nous, qui est là aujourd'hui, qui est arrivé de la Réunion, et Imanié aussi qui est là, qui est arrivé des Antilles, de la Martinique, vont intervenir au collège du Tonkin à Villeurbanne et à l'école Charles Péguy dans le 8e arrondissement. Bon, et pour le troisième objectif, c'est effectivement qu'il y ait des lieux mémoriels, c'est-à-dire inciter les maires à construire des lieux mémoriels, faire comprendre aux maires que la place aux morts, c'est pas la place où on va faire toutes les commémorations. Je ne vais pas faire une concurrence mémorielle, mais inciter les maires à faire des espaces, des lieux mémoriels. Donc je vais encore remercier la ville de Villeurbanne de l'avoir fait en 2018 et aussi la ville de Saint-Étienne où Gilles Roussy et Vincent Raffin qui sont ici avec nous, que vous aurez tout à l'heure, ont travaillé sur quelque chose de phénoménal à Saint-Étienne. Et le dernier objectif, c'était de profiter de cette commémoration pour donner un espace à nos amis de l'outre-mer de s'exprimer, de saisir les maires, pas pour qu'ils transforment la société, mais pour qu'ils puissent faire remonter certaines revendications au plus haut sommet de l'État. Je parle en tant qu'élu local, donc je n'ai malheureusement pas la main sur les programmes scolaires. On profitait aussi pour remercier ma collègue Sonia Tron, adjointe à l'éducation, qui fait un travail formidable.
Je pense qu'en matière d'éducation, la place de la municipalité, en tout cas quand il s'agit de jouer sur les programmes scolaires, comme on ne peut pas le faire, on peut par contre, comme on le fait actuellement avec Africa 50, soutenir des associations qui ont pour but justement d'aller vers les scolaires et de les inciter à se poser des questions et à réfléchir sur l'esclavage. Voilà, je pense que c'est notre... il faut aussi savoir parfois rester modeste et je pense que notre rôle, voilà, c'est d'être avant tout en soutien en matière d'éducation sur les initiatives qui peuvent être faites. Alors nous allons rebondir directement avec la seconde question. Donc je sais tout de suite que vous allez me dire que à votre niveau local peut-être ce n'est pas de votre compétence, mais cette journée nous permet d'en parler également et je l'ai sélectionnée. Je trouve que c'est important de pouvoir rentrer dans le vif du sujet sans tabou. Et donc elle vient toujours du groupe United States of Antilles. Je vous assure, ça ne vient pas de moi, hein, pas directement. Je ne m'attribue pas le mérite de cette question qui en vaut la peine et qui vous pose ceci comme problématique. Quand sera-t-on en mesure d'exiger notre jour férié qui sera le vrai jour de devoir de mémoire envers nos ancêtres? Alors, oui, dis mais un jour férié, moi je suis pour. Mais un jour férié pour faire quoi, justement? Il y a beaucoup de jours fériés en France. Si on dit 10 mai, c'est abolition de l'esclavage, esclavage, dignité humaine, respect, tolérance, mais à ce moment, il faut le faire toute l'année. On ne va pas mobiliser un jour que pour ça. Toute l'année, il faut qu'on soit dans des dynamiques de vivre ensemble, de tolérance, de paix, d'amour du prochain. Voilà, c'est pas quelque chose qui se fait un seul jour. C'est une seconde par jour. Une seconde par jour pour arriver à un jour entier de férié. Alors effectivement, c'est pas non plus dans mes compétences de fixer des jours fériés. Quand serez-vous en mesure de le faire, parce que de le demander? N'attendez pas, n'attendez personne et revendiquez acquis de droit. Et je rejoins aussi Jean-Éric sur le fait que je comprends hein, l'idée et la symbolique d'un jour férié. Je me demande si le 10 mai ce serait nécessairement aussi le jour le plus pertinent, parce qu'il y a aussi des questions qui peuvent se poser. Pourquoi ce serait pas par exemple le 23 mai? Il y a aussi d'autres, voilà. Donc ça pose une problématique peut-être plus complexe derrière. Je vais essayer de pas tout complexifier aujourd'hui, mais c'est quand même important parce que on le voit sur d'autres événements historiques où en fait on est livré à une espèce de guerre de dates et où on a une fragmentation des causes et des associations et des personnes qui défendent ces causes-là, parce que ça va être oui, mais nous ça va être à telle date, non, nous on reconnaît plutôt telle date parce qu'on se reconnaît plus dans la symbolique derrière. Et peut-être que ce qui est plus important qu'un jour férié, c'est de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut faire vivre la mémoire? Parce que les cérémonies, et encore les cérémonies pour l'esclavage, sont peut-être celles qui aujourd'hui mobilisent quand même beaucoup de personnes, et cette journée en est la preuve. Mais peut-être que c'est aussi à nous de nous dire comment est-ce qu'on peut aller, et ça rejaillit sur la question précédente, comment on va chercher ceux qui ne se rendent pas aux commémorations et ceux qui se disent mais il y a plein de journées, c'est la journée il y a plein de journées mémorielles, et même pour l'esclavage on se retrouve en France avec plusieurs journées différentes. Et comment est-ce qu'on essaye de trouver peut-être une union là-dessus, un récit commun, et comment est-ce qu'on va chercher ces gens-là, pas nécessairement par des commémorations, bien qu'elles soient très importantes et tout à fait nécessaires, mais sur un temps plus long, et pas simplement sur une journée, parce qu'après on risque effectivement de rentrer dans des oppositions qui ne serviraient pas la cause. Qui serait stérile, tout à fait. Et des initiatives comme celle-ci, donc on ne le dira jamais assez aujourd'hui, donc on remercie le JIA-CSM, Africa 50 Lyon, particulièrement les Synergies Outre-mer qui sont porteurs de cette initiative, nous permet en effet d'avoir un temps où on puisse se poser et avoir ce débat d'idées qui est si cher à tout le monde pour pouvoir faire avancer, voilà, ce terme de problématique. C'est pas parce qu'on lance une idée qu'on va absolument le faire, il y a des pour, des contre, mais au moins vous avez pu,
matérialiser un espace d'échange où les intelligences vont interagir, même en période de Covid. C'est dématérialisé, c'est reporté, ça va être suivi partout dans le monde et la semaine ne va pas s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci à vous. Des réponses. Je vous dis ça, mais jusqu'à maintenant, j'arrive pas à rester. J'arrive pas à ne pas pleurer quand je pense à ces gens. J'arrive pas à. On leur dit ils sont libres, et puis quand ils arrivent devant la porte de l'habitation, on leur dit mais où est-ce que vous allez? Ces derniers jours, en refouillant un peu avec ce que je suis, je sais pas si je suis un artiste, mais je suis pas un historien en tout cas, je me suis aperçu qu'il y avait quand même eu des Lyonnais qui avaient été esclavagistes. Yenesa, yenesa, yemale.